Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, une émission spéciale aujourd'hui, une émission tout en images. Et nous partons aujourd'hui à Limoges pour découvrir VoltaCap, qui est un bureau d'études et fabricant en électronique. L'entreprise passe un nouveau cap avec la certification ISO 9001, un reportage de cette à Limoges. VoltaCap est un bureau d'études et un fabricant d'électronique limougeot. À la sortie de l'école d'ingénieurs, ses fondateurs s'installent à Esther. Depuis 3 ans, c'est en bordure du lac d'Usura à la Batide que l'entreprise se développe. On est ce qu'on appelle une scale-up en électronique. On a passé le statut de start-up. On va travailler dans l'électronique, dans tout ce qui va toucher de près ou de loin un produit électronique. Donc on va avoir une première activité qui est celle d'être un bureau d'études en électronique. Là, on va réaliser des opérations de conception, de développement, de prototypage, de programmation de cartes électroniques. On va aussi traiter des questions qui vont se poser quant à l'obsolescence des composants, à ce qu'on appelle la rationalisation des coûts de nomenclature, comment on fait pour réduire le coût de fabrication d'une carte électronique, ou encore des questions au moment de l'industrialisation, c'est-à-dire comment on fait pour qu'une carte soit facilement productible, avec des sources de composants pérennes et avec le moins de rebut possible en fin des chaînes de fabrication. On livre systématiquement un démonstrateur pré-industriel qui est un élément physique, un démonstrateur de ce qui va être fabriqué en série derrière, et les dossiers de définition industrielle qui l'accompagnent pour pouvoir le dupliquer en série. Ces derniers mois, un changement, l'arrivée de la certification à la norme ISO 9001, une reconnaissance de la qualité et de l'organisation de la production. En fait, l'ISO 9001, il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme une ligne de conduite qui va faciliter les choses dans une entreprise. En fait, avec l'ISO 9001, ça nous apporte certaines balises, comme vous le disiez, qui nous permettent de suivre une continuité et d'avoir une qualité, une rigueur de travail. L'électronique est partout dans notre vie quotidienne. Donc ça, ce sont des cartes électroniques qui vont dans un petit robot qui sert à porter et à dresser des charges lourdes. Donc ça peut être utilisé dans des marbreries par exemple, ça peut être utilisé dans du déménagement aussi pour transporter des pianos, ou dans ces cas-là on fait ce qu'on appelle des études techniques avec des opérations de recherche et développement. Parfois ça aboutit vers des solutions qui vont être plus pérenne ou pas, et puis parfois ça n'aboutit pas, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Après les différentes crises financières ou sanitaires, une amorce de réindustrialisation de la France se fait sentir. Il y a aussi eu une prise de conscience de la part des entreprises locales en Europe, etc., qui se sont rendues compte que d'aller faire produire en Asie, ça avait des coûts de logistique, ça avait des coûts associés, que ce soit à l'exécution des formalités d'exportation des composants vers ces pays-là, de réimportation des produits transformés, etc., parfois avec la barrière de la langue, et que tous ces coûts-là, finalement, valaient peut-être mieux payer un petit peu plus cher pour avoir un circuit court et une qualité de service qui se situe en fait juste à côté de chez eux. Prochainement, une nouvelle activité de service sera développée par l'entreprise sous une nouvelle marque. Depuis 2015, Dassault Systèmes s'engage dans l'accompagnement des startups grâce à sa plateforme collaborative 3D Experience Lab. Cette année, l'entreprise est allée plus loin en imaginant un Fab Lab, une zone d'échange où startups, employés et partenaires partagent et imaginent des projets. Sur place, les équipes de TV78. Imaginez un drone qui se recharge grâce à la lumière du soleil et qui puisse voler entre 4 et 12 heures. Ce projet, c'est la start-up X-Sun qui l'a imaginé. Et il a pu voir le jour grâce à 3D Experience Lab, l'accélérateur de start-up de Dassault Systèmes. Ce n'était pas uniquement un accompagnement technique, c'était aussi un accompagnement sur tout le projet. On a eu 25 mentors à disposition. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'est les architectes software qui sont derrière les logiciels, peuvent répondre à nos questions. Donc ça nous a aussi permis de valider des modèles un peu complexes autour du drone. Créé en 2015 à Vélizy-Villacoublay, le 3D Experience Lab est une plateforme collaborative, à la fois virtuelle, puisqu'elle permet aux salariés de Dassault Systèmes d'être connectés en temps réel, mais aussi physique grâce à son lab, une zone d'échange où des startups, des employés et des partenaires peuvent partager leurs compétences et imaginer des projets. Et pour aller plus loin,
Dassault Systèmes a élaboré un laboratoire où il serait possible de créer et de fabriquer des prototypes, le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est une composante du 3D Experience Lab. Ils trouvent ici en fait de quoi prototyper. Les startups sont complètement libres d'accéder selon leurs besoins. Elles ne sont pas toutes à un niveau où elles ont besoin de prototyper, mais celles qui ont besoin de prototyper vont venir ici ou rester à distance et on va fabriquer pour eux et leur envoyer. On va être un ensemble de référents ici chez Dassault Systèmes, au Fab Lab, qui vont opérer pour les startups, mais on va travailler en collaboration avec la plateforme et physiquement pour arriver à l'objet final. On les aide à passer du PowerPoint au prototype, du prototype à l'industrialisation, aux tests cliniques, aux certifications quand il faut. On les met en relation avec le tissu industriel mondial. C'est ça Dassault Systèmes, c'est à notre tour maintenant d'aider les jeunes entrepreneurs pour changer le monde. La ligne de fret ferroviaire qui relie Château-Gontier-sur-Mayenne à Sablé-sur-Sarthe a été entièrement rénovée. 9 mois de travaux, 26 millions d'euros pour mettre sur les rails une solution de transport de marchandises pour les entreprises du secteur. La circulation a repris fin mai 2024. Un reportage d'Anthony Piton de LMTV. C'est une vieille dame qui retrouve une seconde jeunesse. La ligne de fret qui relie Château-Gontier à Sablé-sur-Sarthe. Une infrastructure mise en service en 1876, dont la pérennité est assurée sur 20 ans, pour une vitesse de circulation à 40 km/h. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement ce maillage territorial avec Le Mans, avec Sablé, puisque dans les corridors aujourd'hui de fret ferroviaire, l'Ouest est oublié. On passe du nord de la France au sud de la France sans passer par l'Ouest. On est une sorte de petite péninsule qui nécessite aujourd'hui à ce qu'on arrive à mailler et à capillariser le territoire pour y amener du train et donc offrir les mêmes services à nos entreprises. Montant du lifting, 26 millions d'euros pour 30 km de voies. Les rails, les traverses et le ballast ont été remis à neuf. Objectif, transporter chaque année 100 000 tonnes de marchandises. Forcément, il y aura un impact également pour Sablé et sa région et son territoire. Ce que je vois surtout, c'est que pour les entreprises Maisonneuve, Séché Environnement, enfin, ça va être un véritable plus. Et puis surtout, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille par le fret, faut qu'on utilise le rail, il faut qu'on utilise le train. Pour l'heure, seules 2 entreprises utilisent la ligne de fret, avec 2 liaisons hebdomadaires en moyenne. Mais SNCF Réseau croit à l'avenir du fret ferroviaire. Le fret est donc repositionné sur de bons rails. À trajet équivalent, il est 4 à 5 fois plus économe en énergie que le transport routier. À la direction, la minoterie de Bocage à Binic qui veut développer le blé Made in Bretagne. Un reportage de TBO. Nous misons sur la farine bretonne parce qu'il y a une vraie dynamique, un vrai potentiel. Je m'appelle Nicolas Ragnet, donc je suis responsable de ce site qui est la minoterie du Bocage. Et nous sommes implantés à Binic, qui est au cœur de la région des Côtes-d'Armor. Il y a beaucoup de petits moulins qui ferment. Et il y a beaucoup de gros qui s'engraissent. Donc là-dessus, c'est vrai que la minoterie du Bocage a une taille, on va dire, pour couvrir la zone bretonne. C'est un moulin qui a toute une histoire. C'est-à-dire qu'il a été construit en 1843. Il a brûlé 2 fois. Donc il a eu une péripétie de vie vraiment très variée. Il a redémarré avec Bertrand Girardot qui a racheté ce moulin. 3 millions d'investissements pour arriver aujourd'hui à un moulin qui est performant avec du stockage, de l'ensachage et un outil de production à la hauteur. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce petit moulin continue à progresser et de développer la culture bretonne. On a aujourd'hui sur la minoterie à peu près 5 à 10% des volumes qui sont de bretons, puisqu'on achète le blé en Vendée, on va dire dans la Beauce. Mais du blé breton, ça se fait pas beaucoup aujourd'hui. Il y a des céréales qui sont cultivées en Bretagne, mais ce blé-là, il est plus destiné à l'alimentation animale. J'aimerais, sous 3 ans, être à 30% de blé breton. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Acheter à 10 km mon blé, forcément, le camion, il va rejeter moins dans l'atmosphère. Et puis moi de mon côté, ça veut dire que je vais avoir un agriculteur qui sera à côté avec qui je pourrais peut-être discuter. Moi je vais avoir mon rôle de le transformer en une bonne farine et pour que le boulanger le transforme en des bons petits pains, des bons croissants pour vous. Moi je suis passionné et convaincu. Dans l'Aube, à Ville-sur-Ars, la coopérative Chassenet d'Ars tire un premier bilan des vendanges de champagne marquées cette année par une récolte modeste en quantité mais prometteuse en arôme. Un reportage de Canal 32.
À l'heure du bilan, pour le directeur de la maison Chassenet d'Ars, les vendanges 2024 se caractérisent par des quantités exceptionnellement faibles, mais des raisins de qualité. La coopérative, qui regroupe 130 viticulteurs sur 320 hectares, a enregistré des rendements par parcelle historiquement bas. L'année dernière, nous avions collecté plus de 14 000 kilos et cette année, un peu plus de 3 000 kilos par hectare. Donc c'est une année historiquement très faible. La seule année dans l'histoire de la coopérative où le rendement avait été aux alentours de 3200, 3300 kilos, c'est 1978. Et à l'échelle de la Champagne, il faut revenir à 1951 et 1957 pour retrouver des rendements proches de 3000 hectares. Pour maintenir les volumes, l'appellation autorise la constitution de réserves. Les vendanges plus généreuses de l'année dernière ont permis de les maintenir. Le rythme de production annuel de Chassenet d'Ars oscille entre 1 et 1,5 million de bouteilles. Les faibles volumes de 2024 pourraient avoir un impact à plus long terme. Le tirage sera plus compliqué parce que les apports sont moindres en vendange fraîche. Et pour éviter justement que c'est des incidents, si vous voulez, sur la palette aromatique, il faut trouver un juste équilibre entre nos vins de réserve et les vins issus de cette vendange. En dépit de cette récolte limitée, en cuverie, le chef de cave a le sourire. Les premières étapes de la fermentation laissent entrevoir des arômes et parfums prometteurs. Là, on a vraiment des notes sur la fraise, sur la framboise, sur les pinots. Les chardonnays ont vraiment ce côté agrumes, un peu de floral. Donc c'est vraiment très intéressant et ça laisse présager vraiment des jolies choses et des jolis assemblages. Même si la récolte n'a pas été en quantité suffisante, en tout cas la qualité est bien là. On est déjà dans la tête en train de réfléchir effectivement aux assemblages qu'on va mettre en place. Ça marche. Quelle cuve après ? Les grappes cette année étaient d'une moyenne de 75 à 80 grammes contre plus de 200 grammes l'année dernière. Faible raisin, mais concentration aromatique assez importante. Ça se vérifie à la dégustation des premiers mous qui sont très très beaux. La qualité des raisins est vraiment au rendez-vous. Psychologiquement, ça a été une vendange très impactante pour nos adhérents. La faiblesse de la vendange, voilà, c'est toujours dur. Mais il y a cette satisfaction d'avoir des raisins de qualité qui permettront d'élaborer de belles cuvées. Ici, les premiers champagnes issus de la vendange 2024 seront disponibles sur le marché d'ici 24 à 36 mois. Les possibilités d'assemblage s'annoncent prometteuses, en particulier pour les chardonnays. Grâce à la qualité des arômes, la réalisation de millésimes à partir de raisins récoltés exclusivement cette année est également envisagée. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur quelques radios. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.